Nous sommes le 1er août 2015, il est donc l'heure du bilan du mois de juillet. Je vais donc vous présenter toutes les lectures que j'ai pu lire ce mois-ci et il y en a une certaine dose, il y en a une quinzaine. Ça fait peur, je sais, mais c'était les vacances alors j'ai pas mal lu. Allons-y. Donc ce mois-ci, je vous avais laissé le mois dernier avec Maybe Someday de Colleen Hoover, que j'avais commencé et que je n'avais pas pu terminer entre les deux mois, ce qui s'est reproduit ce mois-ci. J'ai de nouveau eu un livre entre deux. Alors j'ai fini, j'ai trouvé que c'est une petite romance qui était vraiment sympathique, même si je l'ai lu d'un point de vue aussi, pas professionnel, puisque je l'ai lu aussi pour l'université, mais j'ai trouvé ça très, très chou, très, très doux aussi. Donc c'était vraiment très intéressant et je vous le conseille sincèrement. Après, il y a des petits points critiques que j'aime et que vous pourrez voir dans ma chronique s'il y en a. Et voilà. Si jamais je pense que vous aurez peut-être le tournis, j'essaye pour une fois de me mettre debout au lieu d'assise. Je sais pas ce que ça donnera, mais on essaye. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2 des Maddox Brothers, donc Beautiful Redemption de Jamie Maguire, qui a été une romance qui m'a beaucoup surprise parce que j'avais pas tellement aimé Beautiful Oblivion, c'était sympathique, qui est ici derrière, qui était sympathique à mes yeux, mais pas autant que ce que j'avais espéré. Après tout, Beautiful Disaster est quand même le livre pour moi. Mais Beautiful Redemption a vraiment réussi le niveau et j'ai été vraiment comblée par cette nouvelle romance de Jamie Maguire et les personnages sont juste, ils ont un caractère hyper fort, c'est génial et leur histoire est compliquée. On se demande comment ça va se terminer, du coup je dis oui, oui, oui. Donc si vous pouvez le lire, si vous lisez en version originale, n'hésitez pas, ça vaut le coup, c'est pas trop difficile et ça vous offre un nouveau contexte qu'on n'a pas tout le temps. Et sinon pour les autres, j'espère qu'il va vite être traduit en français parce que c'est trop génial. Voilà, j'espère que je raconte pas n'importe quoi aujourd'hui. Ensuite, je me suis attaquée à un livre, vous avez vu, que tout le monde, qui a été encensé par les chroniques, par les lecteurs. Du coup, j'ai voulu essayer aussi. Il s'agit du premier tome de Phobos de Victor Dixon, publié chez la collection R. Et j'avoue que moi aussi, ça a été une grosse réussite. J'ai beaucoup aimé. Si c'est pas un coup de cœur, c'est quand même une excellente découverte. C'est plein de tensions, c'est très original, c'est très bien mené et ça change complètement avec une héroïne qui n'est pas facile non plus, qui est pas parfaite, mais qu'on apprécie énormément de suivre autant par ses qualités que par ses défauts. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore craqué, je ne sais pas ce que vous attendez. Ensuite, j'ai lu un bouquin pour de nouveau mes études, que vous, les lecteurs, vous m'aviez conseillé, donc voilà. Il s'agit du premier tome d'Angel Fall de Susan E. Penryn et la fin du monde. J'ai l'impression que je vais hyper vite, c'est dingue. Publié chez Pocket Jeunesse. Alors ça par contre, je dois vous avouer que je n'ai pas accroché. J'étais déjà réticente à la base, mais comme j'ai voulu lire pour les études, c'était un sujet secondaire qui m'intéressait dans l'histoire. Le handicap, entre autres. De la petite sœur de notre héroïne, qui s'appelle... Oui, pas Penryn. Bref. J'ai déjà du mal avec les anges parce que j'en ai une vision très particulière et j'ai beaucoup de mal à m'en décoller. Et même si j'avoue qu'il y a un univers qui est assez intéressant et qui a été bien construit, que l'intrigue est plutôt pas mal, Penryn est une héroïne assez intéressante même si elle m'a un peu agacée. Pour moi c'était clairement pas possible et j'ai pas réussi à rentrer correctement dans le jeu. Pour moi c'était juste une grosse blague par moment donc... alors que je sais que ça peut plaire parce que rares sont les chroniques négatives que j'ai pu rencontrer. Donc je vous le conseille quand même. Mais pour moi, ça n'a pas collé du tout. C'est comme ça. Ensuite, j'ai lu quelque chose de plus léger, d'une auteure que je connais depuis des années, qui m'a donné le goût de lire aussi. Il s'agit de Meg Cabot avec Embrouille à Manhattan, publié chez Marabout. Alors ça, c'est un petit bouquin que j'avais trouvé en brocante, et franchement, j'ai bien aimé. C'est vraiment de la chiclite où on se prend pas la tête. En plus, les supports dedans sont assez variés. Là, vous avez des messages sur répondeur, il y a des mails... Vous pouvez voir là aussi. Les supports sont très variés, tout ça pour réussir à nous expliquer la petite histoire qu'il va y avoir entre les deux héros. Je me souviens déjà plus de leur nom, c'est facile, dites donc. Mais c'est vraiment une histoire d'embrouille, un joli chini comme on aime bien. Et c'est très agréable à lire. Puis Meg Cabot, elle réussit toujours à faire des histoires qui sont très intéressantes à mes yeux. Et ça, c'est un petit peu plus adulte que ce que j'avais pu dire auparavant, donc je conseille sincèrement. Même s'il y a quelques longueurs sur certains endroits. Ensuite, j'ai lu un livre de ma maison chouchounette. On verra bien si vous avez deviné laquelle c'était. Il s'agit de Galatea, tome 2, Coalescence de Monia Sommer, publié chez les éditions Valentina. Alors, la couverture est magnifique, comme vous pouvez le voir.
Le contenu est bien meilleur que ce que j'avais pu trouver dans le tome 1, j'avais soulevé quelques petits soucis qu'on retrouve au départ du bouquin, et ce qui fait que notre héroïne et notre auteur peut évoluer durant tout le bouquin. Sa plume devient plus fluide, plus maîtrisée, son intrigue aussi, même s'il y a quelques petits points que je lui reproche au niveau du réalisme et qui en même temps m'ont permis de rigoler et de passer un bon moment. C'est une histoire que j'ai beaucoup plus appréciée que le tome 1. Il est à mes yeux plus fourni, mieux pensé, et ça me donne vraiment envie de lire la suite, le tome 3, vivement qu'il sorte. Donc je peux que vous conseiller cette saga. C'est un univers qui est intéressant, assez original quand même. Puis si vous pouvez pour cet été, ça m'étonnerait pas qu'il fasse encore un petit peu chaud, donc partons de chaud, un petit peu de froid, ça ne coûte rien. Enfin c'est même plutôt bien si ça coûte quelque chose, mais oh bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu Ravenel, Maître de Lumière, donc le tome 1, âme sœur de Françoise Gosselin, publié chez Sharon Kenna. Donc oui, je l'ai lu en e-book. Alors j'ai été très surprise parce que j'avais lu quelques petits trucs comme quoi il y avait un triangle amoureux, des choses comme ça, je savais pas trop. J'étais un petit peu hésitante, je suis toujours hésitante de toute façon quand je commence un nouveau livre et puis que je sais pas trop ce que ça va donner. Mais j'avais très envie de découvrir ce que Françoise avait écrit parce que je connais un petit peu les écrits de Françoise et justement ça m'avait vraiment donné l'eau à la bouche. Et je peux vous dire que je n'ai pas du tout été déçue. Si au départ c'est un petit peu brouillon, eh ben on sent que très rapidement l'auteur elle maîtrise son histoire, qu'elle nous emmène sur des choses qu'on ne connaît pas. Elle a développé un univers magique qui est assez intéressant et on a envie d'en savoir plus. Sincèrement, vraiment. La fin du tome 1 elle est juste un peu... Voilà, donc j'ai envie de savoir la suite et apparemment la suite n'est pas mieux, c'est toujours aussi pareil. Je suis en train de raconter n'importe quoi, c'est horrible. Parce que je parle super vite. Et du coup ça m'énerve. Bref. Voilà. Oui, donc c'était vraiment une histoire qui m'a... Je l'ai lu en une après-midi pour vous dire que c'est vraiment addictif et puis que ça, c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé les personnages. Je suis pour Adam, hein, c'est tout. Je suis de la team Adam. Je vous dirai pas pourquoi, mais je suis pour la team Adam. Et Raven est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a un seul caractère et puis que j'aime bien les personnages qui ont un seul caractère. Donc voilà. Donc si vous pouvez essayer, n'hésitez pas. J'ai hâte d'avoir le tome 2. Ensuite, je me suis attaquée à un autre livre en anglais. Il s'agit du premier tome de Firebird de Claudia Gray, donc A Thousand Pieces of You, publié chez Harper Collins. Harper Collins. Et franchement, je ne m'attendais pas à autant aimer. Je vous avoue que si j'ai craqué sur ce livre, c'est avant tout pour sa couverture qui est juste, avouez-le, hein, elle est superbe. Le résumé m'avait bien intriguée aussi, du coup je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Et là honnêtement je suis pas passée loin du coup de cœur. Si je n'ai pas eu de coup de cœur c'est parce que j'étais un petit peu malmenée au niveau de mes sentiments, comme le personnage principal, et que à la fin ça devenait dur de tout supporter. Mais il y a un imaginaire qui m'a totalement bluffée. J'ai rêvé, franchement j'ai totalement rêvé, que ça soit au niveau de la romance, que ça soit au niveau des univers qu'ils explorent. Je dis c'était trop cool. J'en reveux, j'en redemande et j'ai tellement hâte d'avoir la suite parce que vu comment ça se finit, je me demande comment ça peut évoluer ensuite. Donc voilà, si vous pouvez lire en version originale, là aussi, n'hésitez pas parce que ça, c'est de la valeur sûre. Ok? Ensuite, voilà, j'ai lu un autre livre en e-book. Cette fois-ci, il s'agissait d'un partenariat avec les éditions Fantasmagorie, dont je vous ai déjà parlé un petit peu dans la dernière vidéo, il me semble, ou dans la vidéo précédente aussi, bref. Il s'agit des Cordes écarlates d'Andrea Delac, donc une nouvelle qui fait un peu plus d'une trentaine de pages et qui est juste hyper envoûtante. J'ai envie de vous raconter ce qui se passe parce que ça vaut le coup de découvrir. Ça parle de musique, ça parle d'un violon, ça parle d'un hymne écarlate quand on ne sait pas trop ce que c'est. Et quand on découvre ce que c'est, on est subjugué. Moi j'étais très subjuguée par l'histoire en elle-même, par la plume d'Andrea, même si la fin m'a un petit peu refroidi quelque part. Je garde la très bonne note. Voilà. La mélopée quelque part de ces mots qu'on a eu dans la première partie parce que c'était fantastique. Si vous n'aimez pas les nouvelles, je vous conseille quand même d'essayer parce que je suis pas très de nouvelles non plus et pourtant avec les nouvelles de chez Fantasmagorie je me laisse facilement emporter et je découvre des plumes qui sont totalement incroyables, des univers qui sont construits et c'est pas forcément évident quand on a si peu de pages. Donc voilà. Si vous voulez voir. Normalement la couverture est super belle, elle est rouge et blanche, mais moi j'ai une liseuse qui fait en noir et blanc, donc je suis navrée. Voilà. Ensuite, ça c'est fait. J'ai voulu essayer une auteure dont on m'avait dit beaucoup de bien,
et j'ai trouvé un livre en occasion, du coup j'ai essayé. Avant de me rendre compte qu'il s'agissait du 6e tome de la saga et que je n'avais pas les tomes précédents, bien évidemment, j'ai quand même essayé et j'ai apprécié ma lecture, même si elle a été remplie de certaines longueurs et que parfois j'avais tendance à vraiment m'ennuyer. Il s'agit du Boiteau de Varsovie, donc le tome 6, La perle de l'empereur de Julienne Benzoni, publié, ça c'est l'édition de France Loisirs. Donc c'est une histoire qui était très intéressante d'un point de vue historique parce que Juliette Benzoni se base sur des faits réels, mais j'avoue que les descriptions par moments ont été un peu... Puis qu'il faut un petit moment avant que l'intrigue se mette réellement en place. Une fois que c'est mis en place, ça va mieux. Ça s'enchaîne assez rapidement, donc ça va. Mais là, on va dire que c'est surtout les 100 dernières pages qui sont assez haletantes et qui vous donnent vraiment envie d'en savoir plus. Donc moi, j'ai envie de découvrir maintenant le reste de la saga parce que ça tourne autour des bijoux. Et je me demande ce que ça peut donner. Surtout que j'aime bien le héros principal qui est plein de valeurs. Et, et voilà, je crois que c'est tout. Ça fait déjà pas mal. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, il y a la chronique. Hein. Et puis voilà, donc un bon début, même s'il n'y a pas que des qualités, ça me donne envie de découvrir d'autres écrits d'elle. Donc voilà, parce que ça reste une plume qui est très moderne, contrairement à ce que je pensais. Ensuite, j'ai lu un livre, ça faisait plusieurs fois, j'avais déjà entendu parler de cet auteur plusieurs fois, on me l'avait conseillé. Je me suis dit pourquoi pas, pareil, trouvé dans une brocante. Et là, par contre, j'ai ramé. J'ai grave ramé. Il s'agit des yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol, publié au livre de poche. Alors, j'ai mis très longtemps à le lire déjà parce que c'est un gros bouquin, hein, qui fait plus de 600 pages. Et puis, bon, je bossais aussi, mais là aussi, j'ai eu du mal parce qu'il y avait des petites longueurs. C'est utile pour le récit, et je comprends pourquoi l'auteur les a mis parce que ça nous permet d'appréhender les personnages d'une certaine manière. Toujours est-il qu'il y a des personnes. C'est au niveau des personnages en fait que ça a coincé chez moi. Il y en a tous, pratiquement sans exception, me donnaient envie de les baffer. Sauf le personnage principal qui ne faisait que larmoyer, au final. Et qui a fini par reprendre sa vie en main, ce qui m'arrange. Et voilà, donc j'ai fini par apprécier le livre, mais je vous avoue que ça a pris du temps et que si je m'étais pas battue pour aller jusqu'au bout, je sais pas ce que ça aurait donné. J'ai été tentée d'abandonner. Après, ça reste une histoire très intéressante qui peut être touchante. Et ça nous donne... Moi, j'ai envie de savoir la suite quelque part. Je la lirai pas tout de suite. Mais ça reste un bon voyage, mais il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. C'est pas une lecture facile. Même si la plume de Catherine Pancol est très, très agréable. Ensuite, j'ai lu un livre en partenariat avec les éditions Michel Lafon. Merci d'ailleurs. Et merci à Fantasmagorie tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai dit. Il s'agit d'Invisibilité d'Andrea Kremer et David Lévitan. Donc, vous avez vu, la couverture est super belle. Le résumé m'avait hyper tenté. La couverture et le résumé, c'était bon, je voulais tenter, je voulais essayer. Et j'avoue que c'est une lecture qui m'a plu, même si elle m'a légèrement déçue. Parce que j'en attendais plus, ou d'une manière différente, on va dire, par rapport à ce qui était proposé dans le résumé. Ça a été tourné d'une manière qui était intéressante quand même. Un univers magique que je ne pensais pas explorer. Et j'ai apprécié. J'ai apprécié parce que le personnage principal, Elisabeth, m'a plu. Elle est forte. Elle se soucie des autres, même si elle est parfois un peu centrée sur elle-même, quand même, mine de rien, sans s'en apercevoir. Et Stéphane, par contre, m'a paru un peu mou, il m'a un peu agacé. Du coup, voilà, c'était mitigé, c'était agréable quand même, mais j'aurais pensé avoir plus et un peu mieux. Donc, ça reste quand même une jolie découverte, même si, voilà, ça sera pas la lecture de l'année à mes yeux. Voilà. Voilà, on commence à rentrer dans la pile un peu grosse. Ensuite, j'ai lu un livre c'est pas du tout le style que j'ai d'habitude. Il s'agit de Lumière de l'Arctique, le rapt de Roger Frison-Roche, aux éditions Artaud. Donc c'est un truc qui date de 1960 et des poussières. Donc j'ai pas le livre à vous présenter parce que je l'ai rendu à son propriétaire. Mais c'était un voyage très très agréable au niveau de la géographie et du peuple en fait, parce que ça parle des Lapons et des Samisques. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Bref, c'était un voyage très très intéressant qui parle d'une transition entre ce peuple qui est très ancien et nos sociétés actuelles. Et j'ai trouvé ça très, très prenant quand même. L'écriture était très belle, les personnages m'ont... Enfin, oui, les personnages. Christina, qui est un peu le personnage principal, m'a vraiment plu. Elle a une force qu'elle porte en elle, c'est impressionnant. Et pourtant, elle a ses faiblesses aussi. C'est ce que j'aime chez un personnage. Et les descriptions, il n'y en avait pas trop.
Et moi qui avais encore jamais vraiment entendu parler de ces régions-là, j'ai pu faire une belle plongée dans cet univers que je ne connaissais pas. Je me répète, mais c'est pas grave. Et c'était juste génial. Donc si vous pouvez lire ce genre de bouquin, je vous le conseille parce que ça fait vraiment une bouffée d'air frais. Donc voilà, pour ceux qui peuvent le lire, je répète, il s'agit des Lumières de l'Arctique. Non, de la Lumière de l'Arctique. Le Rapt de Roger Frison-Roche. Retenez Frison-Roche, vous arriverez à trouver des ouvrages de cet auteur. Voilà. Ensuite, on m'a prêté une certaine série de livres. Ce mois-ci, du coup, j'ai commencé à enchaîner les bouquins. Donc j'ai commencé le premier tome de La Bible au féminin de Marek Alter, donc Sarah, publié chez Robert Laffont, donc ça fait un petit moment déjà, ça fait 2003 il me semble. Et je vous avoue que j'ai été totalement transportée. Ce n'est un secret pour personne, j'aime tout ce qui touche à la Bible. Et le fait qu'on explore des personnages qui ne sont pas forcément mis en valeur dans ce bouquin m'a énormément plu. Surtout que j'ai pu explorer en fait le contexte de l'époque parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passait. On se fait des idées. Et j'ai vraiment apprécié en plus Sarah qui est un personnage qui vit quelque chose de difficile sachant elle est stérile et puis qu'elle va enfanter un enfant dans sa vieillesse, donc vers 60 ans, quelque chose comme ça. C'est juste, je l'ai trouvée très forte, très douce. Parfois, elle a des sentiments comme la jalousie, donc très violents, qui sont exprimés. Et pourtant, je trouve que elle nous embarque avec elle dans son histoire. Et ça se lit très très vite et avec un bonheur, mais difficile à décrire. Donc voilà, si vous pouvez le lire, je n'hésitez pas, ne serait-ce que par curiosité, parce que c'est vraiment super intéressant. Ensuite, j'ai lu un bouquin totalement inconnu au bataillon, ou presque, que j'avais aussi trouvé dans ma brocante. Donc j'ai commencé à faire un petit trou dans mes trucs de brocante là. Il s'agit des énigmes du temps, les grandes énigmes du temps jadis, donc publié aux éditions de Crémille. Donc en fait dedans il y a le secret du masque de fer, les trésors de la flibuste et la malédiction de la vallée des rois, avec 3 auteurs différents à chaque fois. Et en fait ce sont un petit peu des enquêtes ou une narration qui vous permet de découvrir ce que c'était en fait que ces grandes énigmes. Et j'avoue que là ça a été aussi un joli succès parce que j'ai beaucoup apprécié découvrir le secret du masque de fer et la malédiction de la vallée des rois. La flibuste m'a un petit peu ennuyée parce que c'était long, même si j'ai appris des choses très intéressantes, notamment que l'un des pirates les plus violents et les plus sanguinaires que la flibuste ait jamais connu était français. Voilà. Mais j'ai été totalement transportée par la malédiction de la vallée des rois. De toute façon, les pharaons me fascinent un peu. Et le secret du masque de fer, c'est intéressant de voir toutes les pistes qui ont pu être explorées pour savoir qui était cet homme que Louis XIV n'a jamais voulu qu'on connaisse. Cet homme qui portait un masque de fer et qui a été déplacé de prison en prison, toujours avec son masque sans que personne ne sache qui il était. Même les conversations papier étaient brouillées à son sujet. Imaginez tout ce que ça peut soulever comme question. J'étais totalement aussi à fond dedans. Et si vous pouvez le lire, donc Les grandes énigmes du temps jadis, je peux vous donner l'auteur Bernard Michal, celui qui dirige un peu cette collection. Et n'hésitez pas parce que c'est juste hyper intéressant. Ne serait-ce que pour la culture générale, c'est juste un plaisir d'apprendre. Non, je ne suis pas fan d'histoire du tout. Ensuite, c'est le dernier livre complet que j'ai lu ce mois-ci. Il s'agit d'une relecture. Donc il s'agit du roman d'Ernest et Célestine de Daniel Pénac, en hommage à Gabriel Vincent qui est décédé en fait quelques temps avant qu'il écrive ça. Et c'est publié chez Casterman Poche, donc Gallimard Jeunesse. Et comme d'habitude, pour la deuxième fois, j'ai été totalement transportée dans ce petit roman qui est juste super mignon, qui joue entre les différents registres parce que l'auteur discute avec le lecteur, avec Ernest et Célestine. Donc il y a un échange entre tous les personnages, qu'ils soient Ernest ou Célestine, ou même parfois plus secondaires. Bref, c'est tout un mélange de plusieurs choses, des commentaires qu'il s'autorise à faire et une jolie histoire de tolérance et d'amitié que je peux que conseiller même quand on est adulte. La preuve, je l'ai lu 2 fois adulte et pour les enfants il est peut-être compliqué à comprendre, mais franchement, si vous pouvez, lisez-le parce que c'est juste un pur bonheur. Ça se lit très vite et c'est tout mimi avec les petites illustrations dedans. Et voilà. Et enfin, nous arrivons au bout. Ah, elle fait quand même 20 minutes, j'espère que j'arriverai à la raboter comme il faut cette vidéo. J'ai commencé le 2e tome de La Bible au féminin de Marek Alter, donc cette fois-ci c'est Tzipora, qui est la femme de Moïse, parce que Sarah était la femme d'Abraham. Et je ne l'ai pas fini, j'ai dépassé la moitié hier soir, du coup je vous en parlerai plus en profondeur la prochaine fois. C'est un livre que j'aime énormément aussi, sur un personnage que je ne connaissais pas ou que j'avais seulement entreaperçu.
et pour le moment c'est un vrai succès. Donc voilà, ce sera tout pour ce mois-ci, c'est déjà énorme, j'en ai conscience. J'ai plus qu'à ranger tout ça dans la bibliothèque qui est déjà un petit peu pleine, ça va être drôle. En attendant, je vous souhaite une bonne journée dans l'immédiat, ou une bonne soirée, ça dépend quand vous me regarderez. Un bon mois d'août, même un excellent mois d'août avec de bonnes lectures, très peu de déceptions comme d'habitude, beaucoup de rêves qu'ils soient en mots ou non. Et je vous dis donc au mois prochain. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. À bientôt les rêveurs!